Deuxième partie de l'Africa News, nous sommes toujours en compagnie de M. Gaston Maungu, écrivain, et de Succès Masra, leader du mouvement Les Transformateurs, également ancien économiste à la Banque africaine de développement. Et M. Adama Koulibaly vient de nous rejoindre sur ce plateau. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à notre grand angle. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, la Banque africaine de développement vient de publier son rapport sur les perspectives économiques du continent. Première position occupée donc par le pays d'Afrique de l'Ouest avec un PIB de 581 milliards de dollars. Le Nigeria suivi par l'Égypte, vient ensuite l'Afrique du Sud. Voyez tout de suite les précisions de Vina Nodin. Selon un classement effectué par l'agence Ecofin, le pays le plus riche d'Afrique en 2017 est le Nigeria. L'institution s'est basée sur la richesse globale des différents pays créés par leur économie. En s'appuyant sur les données de la Banque africaine de développement, le Nigeria trône en première position, principalement grâce à sa production pétrolière. Son PIB représente plus de 72% de l'ensemble des économies de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont diversifié leur économie. Et se sont lancés dans la fabrication de produits manufacturés qui généralement n'étaient pas fabriqués en Afrique. Et ils ont commencé à inonder le marché africain avec ça. Et à mon avis, c'est ça la source de leur richesse par rapport aux autres pays africains. Le PIB du Nigeria était de 581 milliards de dollars au cours de l'année 2017 contre 519 milliards de dollars en 2016. En deuxième position du classement se trouve l'Afrique du Sud avec un PIB d'environ 276 milliards de dollars en 2017. L'Égypte est en troisième position avec un volume de richesse intérieure de près de 264 milliards de dollars. Les pays africains, la majeure partie d'entre eux, produisent des produits primaires. Ils ne sont pas transformés. Avec des produits primaires, simplement, en vendant des cacahuètes et des bananes, on ne peut pas rattraper les pays industrialisés, ce n'est pas possible. Mais s'ils commencent à transformer leurs produits déjà, il y a beaucoup de produits de consommation de première nécessité qu'ils peuvent faire chez eux. Et donc, il y a une demande pour ces produits-là. Et s'ils se mettent à faire la transformation des produits, c'est-à-dire lancer la base de leur industrialisation, je pense qu'ils vont pouvoir booster leur économie. L'Algérie figure également parmi les premiers du classement avec un PIB de 170 milliards de dollars en 2017. S'ensuit le Soudan avec un PIB de 124 milliards de dollars. Malgré le dynamisme de son économie, le Maroc se retrouve à la 6e place avec un volume d'activité à 121 milliards de dollars. Alors au moment de la publication de ce rapport, on a appris un ralentissement de l'économie nigériane. C'est là un contre-coup qui montre finalement la fragilité sur laquelle repose l'économie nigériane, à savoir toujours sur le pétrole. Je pense que c'est une fragilité, je veux la situer même dans un contexte plus global pour tous les pays africains, notamment qui ont beaucoup de matières premières, comme le pétrole et les autres sources. En fait, ce sur quoi il faut s'inscrire pour assurer la soutenabilité de nos économies, c'est faire ce que j'appelle l'économie post-pétrole. S'inscrit tout de suite dans ce qu'on peut appeler l'économie post-pétrole, qui est une économie qui doit être diversifiée, de ne pas être reposée uniquement sur les matières premières comme le pétrole, dont le cours peut augmenter et donner l'impression qu'on est à un très bon niveau. Et puis quand ça baisse, en fait, les fragilités structurelles peuvent apparaître. Donc, pour le cas du Nigeria, comme pour un pays comme le mien, le Tchad, qui a exploité le pétrole, mais qui n'a pas eu l'occasion de diversifier son économie, c'est quelque chose qui est en fait valable pour l'ensemble de ces pays-là. De manière à ce que, en profitant des revenus issus du pétrole, dont l'exploitation de chaque baril ne reviendra plus jamais, parce que c'est en fait non renouvelable, d'être capable d'injecter ces économies-là, ces revenus-là sur l'agriculture pour la transformer, sur l'élevage pour la transformer, sur les technologies de l'information et de communication. Parce qu'en fait, en réalité, la vraie matière première de développement du monde qui vient,
c'est aussi la qualité des ressources humaines, la capacité à développer ces ressources humaines de manière à inventer les solutions nouvelles dans d'autres secteurs. Et c'est de cette façon-là qu'on peut préparer vraiment solidement les bases de l'économie de demain pour le continent africain. Donc c'est valable pour le Nigeria, c'est valable pour le Tchad, mais en réalité c'est valable pour l'ensemble des pays qui ont beaucoup de revenus du pétrole, mais qui n'ont pas eu la chance en tout cas de diversifier leur économie, donc deviennent fragiles. Alors le Nigeria, pays le plus riche d'Afrique, le Nigeria, 186 millions d'habitants, mais près de 50% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Il veut dire quelque chose, ce classement-là, finalement? Oui, ça peut dire quelque chose. Et laquelle? Premièrement, retenons, le Nigeria, c'est près de 2 millions d'habitants, près de 2 millions d'habitants. Il n'y a pas que les ressources pétrolières qui font leur économie. 200 millions. Près de 200 millions. Il n'y a pas que les ressources pétrolières, il y a aussi l'agriculture et le développement manufacturier. Mais il faut retenir qu'aussi, il y a la lutte contre la corruption. C'est déjà une bonne chose. Retenons aussi l'alternance politique, ce qui est une bonne chose. Et puis, l'exercice régalien de l'armée, qui est une bonne chose. Mais le poids, c'est lequel? Lorsque nous laissons la matière première pétrole de côté et que nous nous activons au niveau de l'agriculture pour la transformer, avoir une agroalimentaire suffisante, nous avons le poids commercial de l'Europe qui déverse ses produits agroalimentaires au niveau de nos nations. Donc il faudrait véritablement que l'on pense un peu à comment régler ce problème, sinon que toute la production qui pouvait suffire au niveau d'une nation, dès qu'elle est grignotée par le commerce extérieur des matières premières qui proviennent de l'Europe, qui vont en Afrique, ça, c'est aussi un frein pour un État comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte. Il faut vraiment que nous parvenions à un niveau où notre production agroalimentaire ne doit plus travailler avec l'Occident, par exemple, qui déverse des produits bas prix pour casser la production agroalimentaire de nos pays. Ça, c'est un facteur. Alors, moi j'ai deux observations à toute chose, c'est que le cas du Maroc et celui de l'Éthiopie surtout, où dans un cas, celui du Maroc qui a doublé en 12 ans ses richesses globales, son PIB, et le cas surtout de l'Éthiopie qui l'a sextuplé en l'espace de 12 ans. Et donc il y a une diversification de tous les secteurs, une diversification de l'économie, des activités, qui permet justement d'avoir une économie non seulement qui continue de croître, mais qui peut être plus pérenne. Tandis que là, le problème du pétrole, on l'a vu lors de la dernière crise et avant de toutes les crises, surtout pour les pays africains, c'est que lorsqu'on met l'accent, on base son économie et sa richesse uniquement sur des produits qui dépendent des autres, en cas de crise, eh bien, toutes les prévisions sont faussées. Donc c'est vraiment une grave erreur. Donc ces deux cas-là interpellent. Il faut remarquer aussi que le pays qui a la plus forte croissance en 2017 au monde, c'est un pays africain, en l'occurrence l'Éthiopie. Et on voit aussi dans le peloton de tête la Côte d'Ivoire. Donc c'est la preuve que l'Afrique, si elle diversifie son économie, et si elle prend en compte les réalités de ses populations, et elle est capable tout à fait de rattraper, parce qu'on n'est pas là en concurrence avec les autres, mais elle est capable de rattraper en termes de développement humain, de créer suffisamment de richesses pour partager. L'autre observation, c'est de dire que ce rapport ne parle que des richesses globales. Ça ne parle pas du développement humain, par exemple, ça ne prend pas en compte ces critères. Et donc je voudrais préciser qu'au moment où la Libye a été détruite, à ce moment-là, les rapports du PNUD qui étaient sortis indiquaient qu'en Afrique, la Libye était c'était la première nation africaine en matière de développement humain. Donc ça, c'est un autre débat. Mais c'est pour dire que là, il est possible, avec de telles richesses, que l'Afrique aussi, d'abord, elle est capable de produire des richesses. Ensuite, elle est capable aussi de faire en sorte que ces populations puissent en bénéficier. Mais pour que ce soit pérenne, il faut qu'il y ait une véritable diversification et qu'il y ait aussi un regard vers ce qui est endogène, avant de se retourner vers les autres. Ce n'est pas aux autres de nous expliquer ce que nous devons faire. Succès Masra. Oui, un point pour ajouter à ce qui a été dit, c'est qu'au-delà de la création de la richesse, au-delà de la diversification, la vraie question qui intéresse le panier de la ménagère. On dit souvent,
En boutade, le PIB ne se mange pas, le taux de croissance ne se mange pas. Bien sûr. Donc ce qui intéresse les gens, c'est comment est-ce que les fruits de la richesse sont redistribués entre les gens. Parce que vous pouvez avoir un gâteau de 100 aujourd'hui, de volume 100, mais qui est réparti entre 2 personnes. Vous augmentez le gâteau à 200, c'est encore réparti entre 2 personnes. Donc l'un des vrais problèmes de nombreux pays africains, c'est un problème qui est aussi celui de mon pays, c'est d'être capable, au-delà de la création de la richesse, d'amener cette richesse-là à ce que l'ensemble de la population en bénéficie. Et c'est cela le vrai défi. Parce que si on ne réussit pas ça, inclusive. Exactement, une croissance qui se doit d'être inclusive, qui touche les gens. Parce que, pour vous donner un exemple, dans un pays comme le mien, vous avez, avant la crise, vous avez les gens qui n'ont pas des hôpitaux, qui n'ont pas des infrastructures. Comme les enfants là, disaient qu'ils voulaient les infrastructures, qu'ils voulaient ils n'ont pas ça. Après la crise, ils n'ont pas ça. Et vous leur parlez des crises, mais ils vous répondront, mais nous sommes en crise éternelle. Puisque avant l'augmentation de cette richesse, nous étions dans la même situation, dans la même obscurité. Après, nous sommes dans la même situation. Donc, il faut être capable, en tout cas, d'amener la richesse dans les foyers, de faire en sorte de créer des emplois, de manière à ce que les populations qui sont les vulnérables de la société puissent voir les fruits de cette richesse. C'est cela le vrai défi d'un leadership serviteur qui malheureusement manque dans de nombreux pays et qu'il faut changer en tout cas globalement. Alors, si je peux me permettre, oui, je vous en prie. Si je peux me permettre, il faut dire aussi que pour ce qui concerne le Nigeria qui arrive en tête, il faut reconnaître quand même qu'il y a des entrepreneurs qui sont visionnaires au Nigeria, qui ont diversifié leurs activités. Il y a par exemple Dangote, il y a aussi même des Nigériens qui fabriquent au Nigeria des voitures aujourd'hui. Donc il y a quand même une diversification et un dynamisme aussi de certains Nigériens, des Nigérians de façon générale, y compris aussi ceux qui ne sont pas des grands entrepreneurs. Les Nigériens et les Africains de façon générale sont très travailleurs. Donc lorsqu'ils ont la possibilité aussi d'entreprendre, d'avoir les moyens, la liberté et des codes qui leur permettent d'avancer, ils peuvent créer des richesses. Maintenant, la question reste maintenant comment conserver ces richesses pour qu'on continue justement à en profiter pour nos populations. Parce que si c'est bien utilisé, on continuera d'être davantage riche et puis peut-être de parler d'égal à égal avec les autres. Et nos matières premières, on pourra aussi dire notre mot en ce qui concerne la fixation des prix. Oui, Monsieur Succé Masra, je m'adresse à vous là en tant qu'ancien économiste au sein de la Banque africaine de développement. Elle vaut quoi cette première place de puissance africaine, en tout cas attribuée là au Nigeria? Elle vaut dans le sens où en fait il faut créer de la richesse avant de pouvoir la redistribuer. Donc c'est la prime du premier, ça peut aussi vouloir dire des conditions de développement du secteur privé, par exemple, qui ont été améliorées. Et donc, cela peut aussi amener des investissements directs étrangers, notamment à venir, en tout cas, au Nigeria. Et donc, c'est cette prime aussi, en quelque sorte, du premier. Maintenant, il faut être capable d'aller à l'intérieur de cela pour identifier les poches de fragilité. Pour donner un exemple, le Nigeria, première puissance économique du continent africain, mais a la capacité énergétique à peine d'un pays comme le Maroc. 200 millions d'habitants, mais c'est peut-être moins d'un dixième de la capacité énergétique de l'Espagne pour la première puissance économique du continent africain. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'on peut encore optimiser le développement du Nigeria. Et c'est valable pour les autres pays aussi. Et un des vrais problèmes qui empêche le développement de l'industrie, la diversification économique et tout, c'est le problème aussi de l'énergie. Dans un pays comme le mien, le Tchad, vous avez 3% d'accès à l'électricité, où toute la capacité installée pour le pays, c'est 150 MW. C'est à peine la capacité d'un supermarché en France. C'est pour vous dire donc, si on n'est pas capable de résoudre les problèmes d'énergie, aucun développement optimal ne sera possible. C'est valable pour le premier de la classe, comme le Nigeria, mais c'est valable aussi pour les lanternes qu'il faut transformer comme mon pays. Un dernier mot, M. Maoungou. Oui, il y a un aspect d'une importance capitale. Le Nigeria, c'est 1 million de kilomètres carrés. Et alors, vous allez remarquer qu'il y a 50% des gens qui vivent sous le seuil de 2 euros. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne politique de la campagne. Il faut un développement pour accorder les possibilités de la campagne de se développer. Ce Nigeria-là a souvent des problèmes. On exploite le pétrole et puis les cours d'eau sont pollués. C'est un problème très grave. On exploite le pétrole et puis la végétation ne peut plus être utile à la production agricole. Donc ces problèmes-là doivent être vus. Il faudrait véritablement un courage pour se dire, avec tout l'argent qu'on a,
ce n'est pas tout simplement de se contenter de faire des usines, mais se contenter de développer les secteurs agricoles pour que ceux qui repartent en campagne puissent se développer. Ça aussi, c'est une chose très importante qui concerne la distribution et la justice sociale. Merci beaucoup pour ce décryptage. Et par ailleurs, hein, cette place de première puissance économique d'Afrique, ce n'est pas la première fois, bien sûr, que le Nigeria occupe cette place. Et ça montre à quel point elle est difficile à garder en tout cas ce positionnement. Une place que le Nigeria se dispute tantôt avec l'Afrique du Sud, tantôt avec l'Égypte. Oui, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Et c'est une dynamique de développement. Oui, c'est plutôt vertueux, mais nous devons en tout cas aller plus loin encore. Et je pense que la question de comment nous sommes capables de nourrir nos populations et tout ça, c'est en cela que la dignité de l'Afrique aussi, ça sera un peu dans sa capacité à nourrir en fait ces populations. Aujourd'hui, nous avons 65% de terres agricoles possibles, arables, qui sont disponibles, mais nous importons à plus de 100 milliards de dollars pour nourrir les personnes. Et ça, ce n'est pas du tout compréhensible avec autant de potentialités. Et si nous sommes capables aussi d'amener, par exemple, l'agriculture de nos pays, d'un pays comme le mien, du Nigeria et d'ailleurs sur le continent africain, à comprendre que notre système agricole n'a pas besoin de l'eau de pluie, mais a besoin de l'eau. À ce moment-là, on peut utiliser la technologie, on peut utiliser l'irrigation, faire en sorte que les 70% des gens qui vivent dans nos milieux ruraux puissent en tout cas avoir les opportunités d'emploi. Et ça, c'est un des vrais défis qui sont encore à relever. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous laisserai la parole, mais on va marquer une très courte pause. Et on se retrouve bien sûr dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.